Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver pour vos éditions de la semaine à la une ce lundi. Dernière ligne droite avant le réveillon de Noël, derniers envois par fret dans les îles. Du côté d'Air Tahiti, la demande est multipliée par 5. La compagnie a pris ses dispositions pour satisfaire au mieux la clientèle. Comme prévu, la composition du gouvernement Bayrou a été annoncée avant Noël. C'est Manuel Valls qui récupère le lourd portefeuille de l'outre-mer. De nouveaux entrants font partie de la liste. On vous la présente dans un instant. Découvrez également la réaction du président Broderson, mitigée, vous le verrez. Remaniement, élections anticipées et débats houleux ont aussi marqué l'actualité politique de la Polynésie en 2024. On démarre ce soir notre série de rétrospectives. À la veille du réveillon de Noël, le service fret d'Air Tahiti tourne à plein régime. Les effectifs sont doublés et l'organisation renforcée pour assurer le service de transport face à une demande qui explose. Thomas Chabrol et Méritéato se sont mêlés à la clientèle. Le reportage. Il n'y a pas que la haute du Père Noël qui se remplit de cadeaux. À l'aéroport, la compagnie Air Tahiti voit son volume de fret augmenter en flèche. Il est multiplié par 5 en ce mois de décembre. Pour répondre à la forte demande, un circuit clientèle est spécialement mis en place. Alors, ils arrivent, ils s'enregistrent d'abord sur la borne. Ensuite, ils viennent, ils font leur pesée ici. Et après, ils ont juste à attendre leur nom. Ça prendra du temps, oui, mais on essaie de faire au maximum pour que ça aille vite. Dans le rush des dernières heures avant Noël, le système est rodé et de nombreux colis sont prêts à rejoindre les îles une fois les exigences sécuritaires validées. Sur chaque vol, 1,6 tonne est réservée en soute aux fret et aux bagages. Ça s'organise bien, ce que je vois. Tout le monde sait où il faut aller. Le Père Noël va aller loin, rêve avec. Voilà. Tous les usagers espèrent envoyer à temps leurs marchandises. Le compte à rebours est lancé avec un peu de stress, mais dans la bonne humeur. Vous avez une super équipe sur place et je leur remercie beaucoup. Avec le sourire et tout. Jamais Natikeo. Beaucoup de cadeaux, beaucoup de mains surtout et beaucoup d'amour. C'est pour Toboé, pour le cargo qui va partir là, du coup. Les agents préviennent toutefois que les plus gros colis ne pourront pas être embarqués avant le 1er janvier. Les denrées alimentaires, les boissons et les cadeaux sont prioritaires car les soutes se remplissent très vite. En fait, c'est priorité les petits cadeaux, mais pas les gros volumes comme à moi. Mais c'est pas grave si ça partira pas pour Noël, vu qu'en fait c'est juste pour ma petite quand on va partir, au moins qu'elle ait sa poussette. Certains colis spéciaux sont plus difficiles à emballer. Nul doute que ce chiot sera une belle surprise sous le sapin. Ce n'est pas un cadeau de Noël, mais une belle prise qu'ont effectué lundi dernier les gendarmes de la section de recherche de Papeete. Leur enquête sur un dossier de blanchiment d'argent présumé impliquant le gérant d'une société de lavage de voitures s'est révélée fructueuse. Des perquisitions leur ont permis de découvrir 200 grammes d'ice et 13 grammes de cocaïne. 4 individus ont été interpellés et mis en examen pour blanchiment aggravé et trafic de stupéfiants. L'enquête se poursuit. Les fêtes approchent à grands pas, mais ce n'est pas encore les vacances pour les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC. Ils se sont notamment prononcés sur la modification de la liste des jours fériés, d'accord pour célébrer Matar Inia, mais attention à la date choisie, notamment pour ne pas perturber le Black Friday. Les détails avec Laure Philibert. C'est le fruit de plus d'1 an de travail. Le schéma directeur de la jeunesse pour les 10 prochaines années est entériné par les membres du CESEC. Il prévoit des actions pour le bien-être physique et mental des jeunes, d'assurer un parcours éducatif adapté à chacun et d'encourager l'engagement communautaire. Si à l'heure actuelle, 50 millions sont consacrés aux actions pour la jeunesse, l'enveloppe doublerait à minima dans un premier temps. À l'heure actuelle, nous fonctionnons avec un budget de 50 millions pour la jeunesse. Alors qu'à côté, ça se chiffre à des millions multipliés par 2, par 3, 4. Et nous avons estimé que, un départ en 2025 de 100 millions, c'est onéreux. Mais nous avons besoin de plus. Faire du 20 novembre un jour férié, un vœu formulé par le gouvernement en Conseil des ministres fin avril. L'étude du projet de loi a clôturé les travaux des membres du CESEC.
Cette fois, le projet d'avis est loin de faire l'unanimité. D'abord parce que la proposition de fixer Matar Inia au dernier vendredi du mois de novembre et pas forcément à la date du 20 pose question, notamment en raison du Black Friday susceptible de tomber en même temps. Une suspension de séance est même accordée au Collège des salariés qui obtient que le projet d'avis soit scindé en deux. Si déclarer Matar Inia férié le 20 novembre fait consensus, retirer le 29 juin de la liste des jours fériés divise. La première approche qui est plutôt économique, c'est-à-dire de préciser un jour plutôt que de dire le dernier vendredi qui va donner lieu à interprétation et puis va pouvoir gêner en fonction des années. Donc un jour fixe, c'est bien. Voilà. Donc après, il y a toute la problématique pour les conventions collectives à changer. Ça vient en remplacement du 29 juin. Nous, en tout cas, du côté patronat, on estime qu'il y a suffisamment de jours fériés dans l'année. Nous, on est pour la fête du Matar I. Voilà. Et je pense que pour fêter dignement cette fête-là, pourquoi pas que ce soit chômé et férié. C'est l'idée que l'on donne au gouvernement. Si le gouvernement nous suit, parfait. Mais nous ne voulons pas nous affronter au patron pour nous dire ça ne sera pas férié. Et puis ça risque justement, comme dit ma collègue, une crainte que les conventions soient dénoncées. Nous, on ne veut pas ça. Pour le membre fondateur de l'association Haururu, malgré une quinzaine d'abstentions, ce projet d'avis est une avancée. La première proposition, c'était en 2004. J'espère que ce coup-ci, on va y arriver, 2024, 20 ans après. Si je prends en compte le temps, c'est-à-dire notre calendrier, le rythme de vie, le rythme de la nature, je prends en compte aussi l'espace. Et peut-être que je vais avoir un autre comportement que celui que j'ai actuellement, où la terre est devenue en commerce. La question, si elle n'est pas tranchée en amont par le gouvernement, devrait également être débattue à l'Assemblée. Plusieurs membres du CESEC alertent aussi sur des délais un peu courts pour une application dès 2025. Elle était attendue avant Noël. La composition du gouvernement Bayrou est désormais connue. 35 membres, dont 18 femmes et 4 ministres d'État, parmi lesquels Manuel Valls, qui fait un retour surprise dans la vie politique française au ministère de l'Outre-mer. Un nouveau gouvernement central accueilli de manière mitigée par le chef de l'exécutif polynésien. Retrouvez la réaction du président du pays dans ce reportage. Le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. À défaut d'avoir obtenu un gouvernement d'ouverture comme il le souhaitait, François Bayrou fait le pari de l'expérience pour durer. 2 anciens premiers ministres font leur retour surprise. Elisabeth Borne à l'éducation, mais surtout Manuel Valls. Il obtient l'outre-mer qui devient un ministère d'État, numéro 3 dans l'ordre protocolaire. Un signe fort à l'adresse des territoires en crise, Nouvelle-Calédonie, Mayotte. Ce nouvel exécutif compte de nouveaux entrants, comme Éric Lombard, nommé ministre de l'économie, et François Rebsamen à l'aménagement du territoire et de la décentralisation. 19 ministres ont été reconduits, parmi lesquels Sébastien Lecornu, qui conserve sa place au ministère des Armées, Jean-Noël Barrot aux Affaires étrangères, ou encore Rachida Dati à la culture. Des ministres sortants changent de portefeuille, comme Catherine Vautrin, qui retrouve le ministère de la Santé et du Travail. Un gouvernement à peine nommé est déjà sous le spectre de la censure face à une gauche indignée. En Polynésie, la réaction du président du pays est mitigée. Bon, déjà, c'est un gouvernement très à droite, mais ça, c'était déjà le cas auparavant. Une bonne nouvelle, en tout cas, c'est la reconduction de Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères et de l'Europe, puisque j'avais déjà entamé les discussions avec lui sur tout ce qui est processus de décolonisation. Donc ça va me permettre de ne pas perdre du temps à réexpliquer un nouveau ministre, surtout que sa position était plutôt favorable à la tenue de discussions multilatérales en juin lors du comité des 24. Il était convenu avec l'ancien ministre des Outre-mer qu'un SIOM, un conseil interministériel des Outre-mer, se tienne au mois de mars, à la mi-mars. Je vais déjà prendre la tâche de M. Valls, qui est notre nouveau ministre des Outre-mer, pour confirmer le maintien de ce SIOM. Le président du pays a annoncé se rendre à Paris le 11 janvier
pour échanger avec la nouvelle équipe. Des rebondissements politiques, le Fénois en aura connu cette année 2024. Remaniements, élections anticipées et débats passionnés sur l'avenir de la Polynésie. Emma Mathieu nous rappelle les temps forts de ces 12 derniers mois. L'année 2024 démarre par un remaniement ministériel dans l'Hexagone avec la démission d'Elisabeth Borne. Peu d'impact pour le Fénois qui a les yeux tournés sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. En mars, l'avenir institutionnel des Outre-mer était au cœur des discussions d'une mission d'information de l'Assemblée nationale venue 5 jours en Polynésie. Presque au même moment, la loi fiscale du gouvernement Broderson a été annulée par le Conseil d'État pour irrégularité après avoir été votée 2 fois en commission. Le sentiment que l'on a, c'est une forme de persévérance dans l'erreur. Ce coup de théâtre a alimenté les rumeurs de motion de défiance à Taraheuil. Pour y mettre fin, le 11 avril, les élus de la majorité affichent leur soutien au gouvernement à travers un geste symbolique. Qui est favorable à une motion de confiance au gouvernement? C'est en mai que les voyages du Tavini en Azerbaïdjan commencent à faire polémique après la signature d'un partenariat avec le groupe d'initiative de Bakou. Les indépendantistes y voient une opportunité de peser à l'ONU. L'opposition redoute des ingérences étrangères. Le 17 mai, l'heure est au bilan de la première année de mandature du gouvernement Broderson. Ce bilan est très pauvre. Le président est dans le déni de réalité. On voit qu'il y a un vrai ralentissement économique, même si le président le conteste. Place ensuite aux législatives anticipées. La dissolution de l'Assemblée nationale a écourté les mandats de Steve Chayou, Temat Ey Le Gaïk et Mereana Redarbelo. Les partis ont eu 3 semaines pour faire campagne et mettre au point leur stratégie. Côté Tavini, le trio sortant se relance dans la course électorale. Les autonomistes, eux, se sont réconciliés et ont fait front commun au sein de la nouvelle plateforme Amui-Tatau. Pari gagnant pour le camp rose qui décroche 2 des 3 circonscriptions avec Moerani Frebo élu dès le premier tour, puis Nicole Sanker au second. Chez les indépendantistes, seule Mereana Redarbelo parvient à conserver son siège au Palais Bourbon. Un changement du paysage politique local qui interroge. Je pense que les raisons de la sanction doivent venir en dehors des candidats eux-mêmes. Entre une victoire écrasante l'an dernier et une défaite cette année, il ne peut pas y avoir un aussi grand écart en 1 an de gouvernance. Le 16 juillet, le Vieux Lion annonce son retrait de la présidence du Amui-Teira Aotenun à Maohi. Il n'hésitera pourtant pas à cadenasser et vider le QG du parti 2 mois plus tard, lorsque Bruno Sandras est élu pour lui succéder. Quelques semaines après, le couple Fluss continue de surprendre en créant un nouveau parti, le Tahoe Tatau. Du changement également dans le gouvernement Broderson avec plusieurs remaniements. Après 2 lois fiscales retoquées par le Conseil d'État, Teveiti Pomare a été remplacé par son conseiller technique Warren Dexter. Si l'opposition déplore toujours un manque de cap clair et l'absence de grandes réformes, le président du pays reste confiant. Certains aiment à me reprendre lorsque je dis « tout ne va pas si mal ». Je serai enclin désormais à dire que tout va bien mieux. La fin de l'année a été marquée par la volonté du Tavini Wir Atira de faire avancer son combat pour l'indépendance. D'abord devant la 4e commission de l'ONU, puis pour la première fois au Comité des droits de l'homme à Genève. En novembre et décembre, les séances de la session budgétaire ont été mouvementées. Après le vote du budget 2025, les débats se sont attardés et enflammés sur les propositions de résolution et de délibération d'Anthony Géros. Il appelle solennellement l'État à ouvrir le dialogue de la décolonisation. En cas de refus, il compte s'en servir devant les tribunaux internationaux. Cette résolution, c'est un peu pour régler leurs propres affaires politiques, pour rassurer leurs propres électeurs. L'année se termine par une crise politique sans précédent au national, après un nouveau remaniement et la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre. Une instabilité qui inquiète au Fénois, où l'on craint des retards dans les travaux législatifs et dans l'attribution de certains financements. Et si ce lundi 23 décembre a été marqué par la nomination du nouveau gouvernement central, c'est aussi une journée de deuil national fixée par le président Macron en solidarité avec Mayotte. Dans l'Hexagone comme au Fénois, une minute de silence a été observée. Pour rappel, le cyclone Chido est le plus dévastateur subi par Mayotte depuis 90 ans. Le bilan provisoire s'élève à 35 morts et environ 2500 blessés.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Ce soir, c'est cinéma sur TNTV avec le monde secret des émojis. Dans quelques instants, vous pouvez retrouver un nouveau numéro d'enquête exclusive sur les Indiens d'Amérique. Et à Nukuhiva, les Jeux des Marquises édition 2024 sont terminés. Revivez quelques moments en images. Excellente soirée à tous et à demain.